Sud Radio, la France dans tous ses états, les perles du jour. Le 13 novembre dernier, le frère du militant marseillais anti-narcotrafic Amine Kessassi était froidement assassiné. L'enquête a révélé de nouveaux éléments, Perico. Eh bien oui, Maud, Mehdi Kessassi aurait été abattu à la place de son frère Amine. Erreur, alors c'est pas erreur judiciaire, c'est erreur du narcotrafic. Une enquête de police a fouillé les éléments. C'est vrai que tout le monde avait été interpellé, choqué par l'assassinat du jeune frère. Alors, première théorie, on s'est dit c'est pour l'impressionner, c'est pour l'interpeller, c'est pour l'intimider ou lui faire du mal. Et malgré tout, les enquêteurs n'étaient pas satisfaits par cette réponse parce que ça ressemblait pas aux méthodes du narcotrafic. Et puis en poussant un petit peu plus loin, ils se sont rendus compte que c'est très probablement effectivement une confusion. Voilà, c'était bien Amine qui était visé et non pas Mehdi, un jeune homme. Voilà, donc vous vous souvenez dans quel émoi ça a mis Marseille, et sur les médias effectivement on a vu cette tragédie, la cérémonie, l'enterrement. Voilà, donc la violence du narcotrafic. Espérons que quand c'est la police on dit que c'est une bavure, là c'est un crime monstrueux. Si en plus, alors non seulement il tue de façon, j'allais dire sans discernement, sans aucune empathie, sans rien, il bute les gens comme des chiens, mais alors si en plus il se trompe de cible, ça n'a rien pour nous rassurer. Espérons surtout qu'on pourra mettre la lumière sur cette affaire et que la justice ira jusqu'au bout pour que les coupables soient punis. Le procès du meurtrier d'Agnès Lassalle s'ouvre aujourd'hui. Vous vous souvenez, cette enseignante qui a été assassinée, poignardée par un élève au lycée Saint-Thomas-d'Aquin de Saint-Jean-de-Luz où j'ai fait mes études, ma chère Maud. Donc j'étais particulièrement interpellé parce que, en plus, il y a certaines régions, on se dit qu'il y a un peu moins de crispation et de violence qu'à l'autre, mais là, vous voyez, un enfant partout. Et le témoignage de son compagnon qui a dansé le jour des obsèques. Le 3 mars 2023. Ils dansaient ensemble. Il était sur le service public il y a quelques jours, bouleversant et émouvant. Et qu'est-ce que vous nous en dites? Le 3 mars 2023, Perico, une image frappe les esprits, ne quittera sans doute plus jamais le cœur des Français. C'est celle d'un homme qui danse seul autour du cercueil de son épouse, tuée quelques jours plus tôt par l'un de ses élèves. Agnès Lassalle, professeure d'espagnol, est morte poignardée en plein cœur, en plein cours à Saint-Jean-de-Luz par un élève de 16 ans qui disait avoir entendu une voix lui intimant l'ordre de la tuer. Et c'est aujourd'hui que s'ouvre le procès devant la cour d'assises des mineurs des Pyrénées-Atlantiques. 2 expertises se confrontent. Une première expertise collégiale a estimé que le discernement de l'élève aurait pu être légèrement altéré par son vécu de harcèlement, son état dépressif et son anxiété chronique. En langage judiciaire, cela signifie qu'il reste pénalement responsable, mais que sa peine pourrait être atténuée. Un second rapport remis en novembre 2024 tire une conclusion radicalement différente. Le discernement de l'accusé aurait été aboli au moment des faits en raison d'un trouble psychique sévère. Si cette version est retenue par la Cour, l'adolescent serait considéré comme inaccessible à une sanction pénale. Autrement dit, il ne pourrait pas être condamné. L'époux d'Agnès Lassalle se prépare lui aussi à affronter ce procès. Il s'est confié aux Parisiens hier avec cette question très intéressante et à laquelle on espère avoir une réponse un jour. Pourquoi l'éducation nationale ne s'est-elle pas portée civile dans ce procès? C'est la question que tout le monde s'est posée. Oui. L'éducation nationale et les établissements scolaires n'aiment pas avoir ce genre de tragédie chez eux. Pourtant, il faut assumer ses responsabilités à un moment donné. Il faut dire que cette mort est absolument, elle est absurde, elle est épouvantable. Enfin, pour rien. Et ça s'est répété quelques mois plus tard avec Dominique Bernard. Voilà, un destin fauché. Dominique Bernard, c'était un crime prémédité. Alors là aussi c'était prémédité. Oui, mais justement, là on est en train de dire, est-ce qu'il était en totale possession de ses moyens? C'était totalement prémédité et ça a été démontré puisqu'il avait mis ce couteau de 24 cm dans son sac le matin même. Donc c'est préméditation. C'est pas une lubie. Les conditions de détention du terroriste Salah Abdeslam s'assouplissent à la demande de la justice contre l'avis des services pénitentiaires. Voilà, Salah Abdeslam, on se souvient, il participe au commando qui arrive de Belgique, les attentats de novembre 2015, les tragédies que l'on sait au Parc des Princes. Il est le seul d'ailleurs à ne pas se faire sauter, à ne pas se faire sacrifier. Il est finalement arrêté, en Belgique, extradé et jugé. Évidemment, il est dans une situation de détention extrêmement sévère, extrêmement serrée. Pour autant, il va y avoir un allègement de ses conditions de parloir, malgré que on a retrouvé chez lui une clé USB qui avait été transmise par sa compagne
lors de la précédente échange. Donc on avait mis hygiaphone, une vitre, enfin toutes les sécurités, sans possibilité de contact. L'avocat a fait une démarche auprès du juge d'application des peines ou de l'instance compétente, et la justice a décidé que non, il fallait assouplir. Il a le droit d'avoir un contact physique avec les personnes qui viennent le voir. Il y a qu'à surveiller plus précisément. Et enfin bon, c'est extraordinaire. Et la justice précise 100 € d'astreinte par jour pour l'administration pénitentiaire si elle n'applique pas immédiatement cette décision d'assouplir les conditions de parloir d'Abdeslam. Il nous coûte cher. Hein. Alors voilà, le contribuable va peut-être payer pour que M. Abdeslam puisse avoir un contact physique avec des gens qui récemment ont fait quelque chose qu'ils n'avaient pas le droit, lui transmettre un document ou une clé USB. Eh bien, la justice prend parti en disant non, il faut qu'il puisse avoir un contact direct. Donc, si vous n'obéissez pas, eh bien, l'État devra payer 100 € par jour d'astreinte, c'est-à-dire l'argent du contribuable. Il y a des jours où on se demande dans quel monde on vit. Et puis un avion de ligne de la compagnie Ryanair a bien décollé ce week-end depuis Marseille, mais en oubliant le plus important, Perico. Alors, les passagers... C'est cocasse, hein, cette histoire. Alors, c'est pas qu'il les a oubliés. Les 192 passagers qui allaient à Marrakech, ils sont restés, comme on dit, sur le carreau, sur le tarmac. Sur le tarmac, oui, c'est ça. Alors, c'est curieux, l'avion va, il décolle. Alors, qu'est-ce qui a pu se passer? Énigme. Eh bien, le personnel au sol, notamment le personnel à l'embarquement et le personnel de sécurité, il y avait des arrêts maladie, il y avait ils étaient pas assez nombreux, ils étaient pas là. Et la compagnie, normalement, et c'est l'aéroport de Paris qui a dit embarquement impossible puisqu'on n'a pas le nombre d'effectifs requis. On sait bien qu'un embarquement, c'est quelque chose de sérieux, c'est la sécurité, surtout pour les pays autour du bassin méditerranéen où il y a plus que de risques que d'autres. Et bien là, pas de sécurité, pas de personnel au sol suffisant, vous n'embarquerez pas. Donc ils sont restés, ils ont passé leur week-end à, je sais pas si c'était à Orly ou au Bourget, enfin ils sont restés à Paris. Et quand il s'est agi... Marseille, du coup, puis il partait de Marseille l'avion. Il partait de Marseille. Oui, je pensais que c'est Marseille. Et lorsqu'il s'est agi de rembourser, on leur a dit mais le remboursement ce n'est que si c'est vraiment de la faute de la compagnie. Là, la compagnie visiblement n'est pas responsable, donc vous risquez de ne pas être remboursé. Donc non content de ne pas être allé à Marrakech pour séjourner dans cette belle ville, merveilleuse ville marocaine. En plus, ils risquent de ne pas se faire rembourser de leur voyage. Je pense qu'ils sont ravis, les passagers de Ryanair. Un mauvais point pour la compagnie, bien entendu. Un obus de la Seconde Guerre mondiale a voyagé de la Normandie vers le 18e arrondissement de Paris. Je relis, un obus de la Deuxième Guerre mondiale. Oui. Ça veut dire que la personne l'a transporté dans sa valise avec les œufs et le camembert, c'est ça? Alors justement, ne faites jamais ce qui suit. Si un jour, c'est quand même peu probable, mais sait-on jamais, vous tombez sur un obus, ne le mettez pas dans vos bagages. Alors, ça vaudra jamais le coup du mec qui s'était retrouvé avec un obus dans le derrière le soir du Nouvel An. Mais c'est tout aussi grave. On ne touche pas à ces choses-là. Lundi matin, le commissariat du 18e arrondissement a dû être évacué en fin de matinée parce qu'un homme s'est présenté à l'accueil du poste de police avec un obus de la Seconde Guerre mondiale entre les mains. Il l'avait trouvé en vidant sa maison en Normandie et comme il habite à Paris, s'est dit qu'il allait revenir avec cet engin explosif en train, avec en tête l'idée de le porter au commissariat le plus proche de chez lui, mais de chez lui à Paris. Le quartier a donc dû être bouclé, confiné, une situation absurde qui est loin d'être isolée, Perico. C'est déjà arrivé en plus. Oui, enfin il y a quand même des gendarmeries en Normandie. Moi, mon premier réflexe, ça serait Parce que vous êtes à peu près normalement constitué. Oui. Mais là, c'est assez bizarre. Heureusement qu'il n'a pas eu un malaise parce qu'on aurait pu confondre ça avec un ballon de rugby et se faire une passe. Donc quand on prend le métro ou les transports en commun, le train, assurez-vous que votre voisin ne transporte pas un obus de la Seconde Guerre mondiale. De la guerre de 40-45, voire de la guerre de 14. On en trouve aussi du côté encore dans les plaines de l'Est. Voilà. Ce sont de jolies trouvailles. Alors, on termine avec un peu de douceur. Je vous fais écouter une petite musique. Vous allez me dire si vous la reconnaissez. On n'a pas jusqu'à demain, Perico. Hein. Non, je la reconnais et Cinéma Paradiso. La sublime musique d'Ennio Morricone, Cinéma Paradiso, parce que ça fait 4 ans que Jacques Perrin nous a quittés, le 21 avril 2022. Jacques Perrin qui jouait donc dans ce sublime film. Et en fait, cette musique accompagne la dernière scène du film. Vous vous en souvenez sans doute. Inoubliable. On le voit dans cette salle de cinéma. Regardez les images que lui a préparées son mentor, Alfredo, qui meurt dans le film, au début du film. Enfin bon, je vous fais pas tout le topo, mais c'est magnifique. Et ça me permet de rendre hommage aussi au regard de Nathalie Baye, qui nous a quittés ce week-end, parce que la dernière scène du petit lieutenant ressemble un petit peu à celle de Cinéma Paradiso. Son regard est sublime. Et en fait, ils ont joué tous les deux dans ce film, Jacques Perrin et Nathalie Baye. Voilà, donc ça double hommage à Jacques Perrin et Nathalie Baye. Je m'en souviens dans Z, il jouait le jeune photographe, l'attentat du député grec.
et puis dans le Crabe-Tambour aussi. Enfin bon, que des rôles magnifiques et son film sur les oiseaux. Voilà, ouais. Hommage et souvenir au grand Jacques Perrin. Allez, on continue avec une actualité moins douce pour les agriculteurs. Le gouvernement va créer dans chaque département une instance chargée de coordonner les contrôles administratifs. C'est à la demande des syndicats. Mais les agriculteurs ne sont pas tous ravis de cette nouvelle puisque les contraintes administratives ne baissent pas. On en parle dans un instant avec le président de la coordination rurale, Bertrand Vantaux. N'hésitez pas à l'interpeller, à lui poser vos questions au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Midi 14h, la France